Ventre gonflé et douleur, tout savoir sur le SIBO avec Christian Boyer. Bonjour à tous, bonjour Christian. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Christian sur ma chaîne qui va se présenter pour vous parler du SIBO. Qu'est-ce que c'est le SIBO? Bien sûr, on va vous expliquer. C'est une problématique digestive qui est extrêmement courante et qui est encore très mal connue, mal comprise et qui suscite des erreurs parfois sur ce que peuvent faire les gens quand ils pensent avoir un SIBO. Et donc l'idée aussi, c'est de démêler un peu le vrai du faux sur le SIBO. Donc bonjour Christian, merci d'être à Bonjour nouveau Florence. présent sur ma chaîne, ravie. Donc Christian, je te laisse te présenter si tu veux bien à nos auditeurs. Alors oui, je vais me présenter rapidement. Donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc moi du coup, je suis docteur en biologie de la santé et physiologie humaine et j'ai notamment pas mal travaillé sur le microbiote et puis aussi donc je suis praticien en santé fonctionnelle et donc du coup je me suis formé notamment au SIBO avec une formation donc du docteur Nirla Jacobi qui est une des spécialistes américaines du SIBO et voilà donc je me suis pas mal formé aussi sur tout ce qui est problématique de microbiote et c'est quelque chose voilà, qui m'intéresse beaucoup et que je vois aussi beaucoup dans mes consultations tous les jours avec mes patients. Oui, merci. Pour dire aussi que tu écris des articles, ça fait, tu fais tu faisais de la recherche ou c'est fini ou je crois que tu étais chercheur à un moment donné, hein. Ouais, effectivement, j'ai fait de la recherche pendant quelques années, notamment à l'INSERM, à l'INRA, donc notamment durant mon doctorat. Et puis après, ben, j'ai un petit peu quitté ce monde de la recherche pour m'occuper un petit peu plus justement directement, on va dire, des gens, avoir des consultations, avoir des patients et m'occuper de ces problématiques de microbiote et mettre justement mes acquis et mon approche scientifique, on va dire, directement en pratique. Et puis j'ai aussi continué en plus au niveau de la formation, puisque je fais aussi des formations, notamment sur le microbiote, sur le digestif, avec un organisme de formation qui s'appelle DFM Formation, où je propose notamment une formation sur le SIBO. Voilà, justement, parce que ce qu'on va voir tout au long de cette vidéo, c'est justement cette approche plus branchée sur la science d'aujourd'hui, sur le SIBO, parce qu'il y a encore beaucoup d'incompréhension et de fausses pistes sur le SIBO. Et toi, avec la formation que tu as, justement, tu vas vraiment être branché sur tout ce qui se sait aujourd'hui et vraiment aller plus loin que ce qui peut être communément fait dans ce domaine. Alors, pour nos auditeurs qui nous écoutent, on va bien sûr expliquer qu'est-ce que le SIBO, mais avant de vous expliquer qu'est-ce que c'est que le SIBO, je vais proposer à Christian de nous dire comment ça se manifeste, cette problématique digestive si courante, comment elle se manifeste dans la vie de tous les jours pour les gens. Alors le SIBO, les symptômes principaux, ça va être notamment tout ce qui est ballonnement, euh, flatulence, troubles du transit, diarrhée et ou constipation. On a aussi le fameux, voilà, le ventre gonflé. On a des personnes qui nous parlent, même les hommes, hein, qui disent j'ai un ventre de femme enceinte. C'est souvent d'ailleurs des réactions qui arrivent assez rapidement après les repas. Donc des gens qui vont se plaindre quand ils mangent sain, entre guillemets, voilà, des légumes, des fruits, des fibres, des FODMAPs, des sucres fermentés cibles, et ils vont se mettre à ballonner très rapidement et avoir tout un tas de troubles. Il peut y avoir des douleurs intestinales également, des nausées, des éructations, du reflux. Donc il y a pas mal de troubles digestifs hein, dans le cadre du SIBO, mais aussi beaucoup de troubles également extra-digestifs. Oui, alors les troubles extra-digestifs, par exemple, tu peux nous en citer quelques-uns? Alors oui, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent notamment de ce qu'on appelle en anglais le brain fog, donc c'est le brouillard mental, comme ça, cette sensation d'être complètement à l'ouest, d'être fatigué intellectuellement. Il y a aussi souvent des gens qui se plaignent de fatigue physique et des problèmes de peau, la rosacée par exemple, qui est assez reliée avec le SIBO. Il peut y avoir aussi des problèmes de fibromyalgie ou d'autres voilà, d'autres problématiques chez ces personnes-là. Oui. Alors du coup, on pense que beaucoup de personnes peuvent se reconnaître là-dedans. On peut mentionner aussi que le SIBO, quand une personne a un SIBO, on va expliquer bien sûr ce que c'est, elle va, comme tu le dis, ballonner très rapidement après le repas et parfois aussi, alors des personnes ont des gaz, d'ailleurs, elle peut s'appeler, vulgairement parlant, la maladie d'épée. J'ai vu ça sur les internets qui cherchent ça, parce qu'il y a des personnes qui vont ballonner vraiment beaucoup, mais d'autres personnes pas forcément. Il y a d'autres personnes qui vont ressentir comme des gargouillis, le ventre qui fait des bruits aussi, hein, ça fait partie aussi, ça des signes. Oui, c'est possible, hein. Il y a vraiment les personnes
ressentent des symptômes différents, hein. Donc, on a des symptômes courants, hein, comme on a pu le dire, comme les ballonnements, voilà, des gargouillis, des sensations de tiraillement, de gonflement, de distension abdominale. C'est quand même des symptômes majeurs, hein. Après, il y a des gens qui en souffrent plus que d'autres, certains qui ont peu de douleurs, d'autres beaucoup de douleurs, d'autres qui ont des troubles de transit, d'autres qui en ont pas. Donc c'est voilà, c'est chacun a un peu son SIBO et ses symptômes. En tout cas, bien évidemment que la majorité des symptômes sont digestifs et peuvent être très très handicapants. Très, très handicapant. Certaines personnes vraiment sont vraiment embêtées dans leur vie quotidienne, au travail, avec les amis, etc. Et aussi, le SIBO, donc, c'est surtout après l'ingestion d'aliments qui sont riches en fibres qu'on a des problèmes. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est le SIBO, Christian? Alors le SIBO, en fait, c'est un acronyme anglais qui veut dire Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Donc si je traduis en français, ça veut dire pullulation bactérienne de l'intestin grêle. Et donc ça veut dire que en fait, on a une présence excessive de bactéries dans cette zone-là qui est l'intestin grêle. Voilà, pour rappeler les choses pour les gens qui vont nous écouter, on a l'intestin grêle et le côlon. Le côlon, c'est une zone de fermentation, c'est normal d'avoir de la fermentation. C'est là où les fibres et ce qu'on n'a pas absorbé va être fermenté. Alors, on peut en avoir trop aussi. Mais en tout cas, c'est normal de fermenter dans un côlon. Par contre, fermenter dans l'intestin grêle, c'est pas normal. C'est un lieu d'absorption. Donc, quand on a trop de bactéries, on va trop fermenter dans l'intestin grêle et on va avoir tous ces symptômes-là qui sont très handicapants au niveau digestif. Oui. Donc, small intestinal, c'est l'intestin grêle, pullulation bactérienne dans l'intestin grêle, qui ne devrait pas être le lieu d'une pullulation bactérienne, d'où le fait que ça arrive assez rapidement après les repas et que ça gonfle à ce moment-là. Alors justement, tu parles de pullulation bactérienne dans l'intestin grêle. Des personnes pensent que c'est les bactéries du côlon qui remontent dans l'intestin grêle. Alors oui, c'est un peu, on va dire, alors c'est pas tout à fait vrai. Pourquoi? Parce que alors, il y a eu beaucoup d'études là depuis quelques années qui se sont intéressées à savoir exactement comment cette problématique se déroulait en fait. Et on a souvent dit, bah, c'est des bactéries effectivement du côlon qui remontent dans le grêle. Et ça, c'est vraiment dans des cas assez rares. C'est quand il y a une problématique notamment de ce qu'on appelle la valvule iléosécale. On a une petite séparation, comme une petite porte qui sépare en fait l'intestin grêle du côlon, qui empêche justement ces bactéries du côlon de remonter. Mais des altérations de cette valve, en fait, c'est pas extrêmement courant, c'est un petit peu plus rare. En fait, on a compris qu'aujourd'hui, le SIBO, c'était bien les bactéries résidentes dans l'intestin grêle qui se mettaient à pulluler parce qu'il y avait certains mécanismes qui normalement fonctionnent pour qu'il n'y ait pas cette pullulation. On a différents mécanismes, on a des sécrétions digestives, hein, par exemple la bile, les enzymes pancréatiques, l'acidité de l'estomac. Il y a plein de choses qui protègent en fait pour qu'il n'y ait pas une installation de bactéries dans l'intestin grêle. On a aussi ce qu'on appelle le complexe moteur migrant, qui est en fait la chasse d'eau. C'est comme la chasse d'eau des toilettes. Voilà, quand on veut évacuer, on appuie sur la chasse d'eau. Mais là, c'est pareil, notre intestin grêle va avoir une sorte de chasse d'eau qui met en place entre les repas pour vidanger le grêle. Et quand tous ces mécanismes fonctionnent bien, il ne peut pas y avoir normalement de SIBO. Par contre, lorsqu'il y a un dysfonctionnement de ces mécanismes, on peut avoir développement de cette pullulation. Oui. Et alors, le SIBO, pour ceux qui nous écoutent, ça touche beaucoup de gens. Tu penses, quels sont les chiffres qu'on a sur la prévalence du SIBO? On a des chiffres annoncés qui pourraient atteindre en fait dans le monde 200 millions de personnes, possiblement. Et est-ce que le SIBO est considéré comme une maladie? Alors ça aussi, ça c'est quelque chose. Alors je vais répondre par non, ce n'est pas une maladie, mais je vais très vite expliquer euh, pourquoi et aussi de faire attention quand on dit à quelqu'un qui souffre de ça que c'est pas une maladie. Alors c'est pas déjà parce que ce n'est pas une maladie que c'est pas quelque chose qui est handicapant, ça c'est la première des choses. Et la seconde, c'est qu'en soi, ce n'est pas une maladie parce que ça a bien été décrit comme en fait, les Américains, ils appellent ça donc un épiphénomène. C'est une sorte de condition qui se développe à cause d'une autre problématique en fait. Donc ce n'est que la résultante d'un autre problème. Donc en soi, ce n'est pas une maladie. On dit souvent que c'est une maladie, mais non, ça ne doit pas être considéré tel quel. Ça doit être considéré comme un dysfonctionnement, comme une dysbiose, une rupture de cet équilibre microbien dans l'intestin grêle qui est la résultante d'un autre problème. Oui, mais l'OMS n'a pas comment quand même légitimé ce phénomène?
Alors, du si, SIBO? ils l'ont classé. Alors là, ils l'ont classé en fait dans ce qu'on appelle les classifications internationales des maladies en octobre 2023. Donc maintenant, le SIBO est reconnu en tant que pathologie. Alors, c'est mis dans la classification des maladies parce que on n'a pas d'autres classifications en fait des épiphénomènes ou des autres choses. Donc, mais c'est important en fait d'un point de vue médical que ça soit reconnu, du moins que ça soit acté dans ces classifications en fait de l'OMS, parce que voilà, c'est pas quelque chose qui est inventé, c'est une réelle entité en fait. C'est là où est l'importance. Par contre, après, effectivement, quand on connaît voilà ce que c'est que le SIBO, c'est bien d'expliquer aux gens voilà qu'ils ne doivent pas considérer ça comme une maladie et comme un dysfonctionnement qui résulte des fois d'une maladie d'ailleurs, hein. On peut avoir un SIBO par exemple parce qu'on a une hypothyroïdie ou une autre problématique. Souvent même. Et justement, puisqu'on parle de syndrome de maladie, quid du SIBO par rapport au syndrome de l'intestin irritable dont on a souvent parlé? Alors, il y a un lien qui est clair entre les deux, ça on le sait, les études l'ont prouvé. En fait, quand on dit syndrome de l'intestin irritable, c'est un syndrome. Donc en fait, c'est juste une association de symptômes. Mais derrière, bah, il y a bien quelque chose qui se cache. Je veux dire, on n'a pas un syndrome de l'intestin irritable comme ça sans raison. Et donc, il s'avère que le SIBO serait une cause majeure du syndrome de l'intestin irritable. On a des études qui montrent que les chiffres qui se rapprochent des réalités, ça serait qu'en fait, entre 30 et 50% des personnes qui ont le syndrome d'intestin irritable auraient un SIBO, en fait. Ah ouais, d'accord. Et ils ne le savent pas parce que déjà leurs médecins peut-être ne connaissent pas vraiment le SIBO. Voilà. Voilà, Et ok. c'est parce qu'on va pas au-delà, en fait. C'est-à-dire que quand quelqu'un est classé syndrome d'intestin irritable, on lui explique, voilà, vous n'avez pas de maladie grave, soi-disant, on n'a pas, vous n'avez pas de maladie de Crohn, pas de rectocolite hémorragique, pas de maladie chronique inflammatoire intestinale, par exemple, on n'a rien vu à la coloscopie, donc c'est un syndrome d'intestin irritable, et on s'arrête là, et on va pas chercher qu'est-ce qui cause cette problématique. Donc, Bah, il y a quand même pas mal de gastroentérologues qui vont dire justement à ces patients-là, arrêtez les FODMAP. Alors, de toute façon, je ne vais pas trop te brancher sur ce sujet tout de suite parce qu'on va expliquer tout ça. Qu'est-ce que toi, tu recommandes avec vraiment toute cette connaissance très précise du SIBO et de ses causes et qu'est-ce qui peut être encore recommandé aujourd'hui. Mais d'abord, je te laisse quand même nous expliquer le SIBO, s'il y a différentes, tu voulais aussi tu expliques souvent les trois différents types de SIBO. Je trouve ça intéressant à connaître. oui. Alors, pour être au plus juste, je dirais les trois configurations. Puisque, alors, on a bien évidemment celui dont on parle le plus, c'est le SIBO hydrogène. Donc, c'est une population de bactéries qui vont produire de l'hydrogène. Et derrière, en fait, cet hydrogène peut donner d'autres gaz, c'est-à-dire que certaines bactéries peuvent récupérer l'hydrogène pour faire de l'hydrogène sulfureux. Et cet hydrogène peut aussi être récupéré par des micro-organismes qui ne sont pas des bactéries, mais qu'on appelle les archées méthanogènes, et elles vont faire du méthane. Donc en fait, on a cibohydrogène, cibohydrogène sulfureux, et on appelait avant cibométhane, mais maintenant, depuis 2017, il y a un nouveau nom, c'est IMO, et c'est pour Intestinal Methanogens Overgrowth, ça veut dire pullulation d'archées méthanogènes. Donc on a ces trois configurations-là, en fait, hydrogène, hydrogène sulfureux et méthane. Dans les symptômes associés, il y a des gaz alors, la plupart du temps, le SIBO, ça fait des gaz non odorants quand on parle d'hydrogène. Mais déjà, avec H2N et méthane, c'est plus odorant, je crois, hein. Alors, l'hydrogène n'est pas odorant et le méthane non plus. Le fait qu'on croit parfois que le méthane est odorant, c'est parce que le gaz de ville, qui est du méthane, a une odeur, mais c'est parce qu'ils ont rajouté en fait un additif qu'on sache s'il y a une fuite de gaz. Mais sinon, ni l'hydrogène ni le méthane n'ont une odeur. C'est l'hydrogène sulfureux qui peut, voilà, avoir cette odeur d'œuf pourri, de soufre, voire plastique brûlé un peu des fois. Donc c'est vrai que les gens qui peuvent avoir un cibohydrogène sulfureux peuvent se plaindre, pas tous, mais en tout cas voilà, de ces gaz qui auraient ces odeurs-là. Alors après, dans les différences de symptômes, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'en plus, on peut cumuler les configurations. Ça, il faut le savoir, hein. C'est pas parce qu'on a cibohydrogène qu'on peut pas avoir hydrogène sulfureux aussi. En tout cas, ce que les études ont montré et ce qu'on voit en pratique, c'est que les personnes qui sont positives au méthane, elles ont plutôt tendance vraiment à être constipées, des constipations des fois même qui peuvent être très très importantes. Les personnes qui sont positives à l'hydrogène sulfureux ont plutôt tendance à avoir des diarrhées, et d'ailleurs des diarrhées dites impérieuses, hein, ça vient comme ça, on n'arrive pas à se retenir. Beaucoup plus de douleurs intestinales aussi, de sensations d'inflammation dans le ciboH2S.
Et le SIBO-hydrogène, on alterne un peu entre des gens qui sont constipés, diarrhée, voire voilà, l'alternance des deux. Euh, il y a des Ok, symptômes qui changent un petit peu effectivement en fonction des configurations et qui peuvent nous orienter plutôt vers l'H2S, plutôt vers le méthane. ok. Et le méthane, c'est quelque chose aussi qu'on peut retrouver dans le côlon, dans la dysbiose du côlon. Bien sûr, en fait, ces archées méthanogènes peuvent pulluler aussi bien dans l'intestin grêle que dans le côlon. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle plus de cibométhane, mais qu'on dit IMO. C'est pour dire qu'il y a une pullulation d'archées méthanogènes. On met plus cette notion d'endroit. Voilà, elles peuvent pulluler dans les deux endroits, autant dans le grêle que dans le côlon. Ok. Alors, avant de proposer un peu ta vision de comment on peut faire pour s'en sortir, parce qu'aussi le message de cette vidéo, c'était de dire qu'on peut s'en sortir. Il y a une grande croyance comme quoi on ne peut pas s'en sortir parce que jusqu'à présent, c'était mal compris et donc mal pris en charge. Et le grand message de Christian dans sa formation hein, sur le SIBO qui s'adresse aux professionnels, c'est vraiment de dire, vous n'arriverez pas à vous sortir d'un SIBO si vous ne prenez pas en charge les causes. Mais d'abord, bien sûr, pour les personnes qui souhaitent... Alors, quand on est non médecin, on ne peut pas parler de diagnostic, mais il faut quand même à un moment, il y a des moyens de savoir si oui ou non on a un SIBO, et si on a un SIBO, lequel. Qu'est-ce que tu proposes pour ça, toi, Christian? Alors, il y a on va dire que l'analyse qui est faite de manière courante qui est assez simple, non invasive, etc., et qui est disponible dans plusieurs hôpitaux ou même à domicile via des laboratoires. On peut faire ces tests-là à domicile. C'est le fameux test respiratoire. Donc, c'est très simple comme principe. On avale un sucre qui est soit du glucose, soit du lactulose. Hein. Pas du lactose, attention, lactulose. Faut pas confondre. Et donc, on avale ce sucre-là, en fait. Et on va mesurer derrière les gaz qui vont être émis, parce que ces sucres vont être fermentés par les bactéries. Alors, s'il y a des bactéries dans l'intestin grêle, ben, on va voir des montées de gaz assez rapides. Si on n'a pas, on verra Par la soit des bouche. montées de gaz très tardives, dans le cas par exemple du lactulose, on verra des montées de gaz qui arriveront très tardivement, qui seront plus un signe de fermentation colique et pas au niveau du grêle. Donc ce test respiratoire, il est assez simple à réaliser, on va dire, sur le principe. Hein. Alors, il y a quand même pas mal de choses à savoir. Il y a un régime strict à suivre avant. Il y a plein de consignes. Mais sinon, le principe est assez simple. Il suffit d'avaler voilà, un sucre, de souffler toutes les 20 minutes dans des tubes pour récupérer les gaz. On analyse derrière les gaz. On a des courbes et on peut mesurer l'hydrogène, le méthane. Alors, hydrogène sulfureux, on ne le fait pas encore en France en routine. Hein. On le fait aux États-Unis, en Australie. Ça va venir dans pas si longtemps que ça, d'ici peut-être 1 ou 2 ans on pourra le faire en France. En tout cas, on a cette analyse-là, le test respiratoire qui est l'analyse de base. Après, on parle un petit peu, tu sais, des analyses de microbiote. Alors, les analyses de microbiote, il faut faire attention, c'est des analyses qui regardent ce qui se passe dans le microbiote des selles, qui est un reflet du microbiote du côlon. Donc là, les gens vont se dire, mais si le problème est dans l'intestin grêle, comment avec l'analyse du microbiote on va savoir ce qui se passe là-dedans. Ben, on a quand même des études qui nous montrent que les gens qui excrètent du méthane dans l'air expiré, on retrouve souvent dans leur sel la présence de ces archées méthanogènes. Oui. Donc parfois, on peut, grâce à l'analyse du microbiote, par exemple, dire à la personne, ah ben vous avez beaucoup d'archées méthanogènes dans votre microbiote, vous avez sûrement un IMO. Oui, Tu mais vois. ça nous dit pas si elle a de l'hydrogène ou du H2S en fait dans l'intestin grêle par contre. Pour l'hydrogène, on se pas. Pour l'H2S, il s'avère aussi que des études ont montré que les personnes qui émettent de l'H2S dans les tests respiratoires, on retrouve aussi ces bactéries productrices d'H2S, par exemple des sulfovibrio, Bilophila, et on les retrouve aussi régulièrement dans les analyses microbiotes des selles. Alors, une analyse microbiote ne remplace pas le test respiratoire, mais en tout cas, des fois, voilà, ça peut quand même être utile, ces analyses microbiotes pour la configuration méthane et la configuration hydrogène sulfureux. Pour le SIBO, on ne sait pas bien détecter des choses via les selles. On n'a pas de profil particulier. Ouais. Alors, dans tous les cas, même cette vidéo, elle vise à sensibiliser. Donc, pour vous qui nous écoutez, qu'est-ce que ça peut être, votre trouble digestif, prendre connaissance de que le SIBO existe, vous mettre sur cette piste-là. Mais en aucun cas, on peut vous donner toutes les solutions ici. Pourquoi? Parce que rien que le test, si vous voulez le faire vous, hein, vous pouvez commander un test respiratoire, breath test à la maison, etc.
Mais alors, l'interprétation de ces tests-là peut souvent être erronée parce qu'il y a une histoire de temps. Si c'est dans l'intestin grêle, ça doit arriver avant 2 heures ou 2h15, selon si la digestion est lente. C'est ce que tu expliques, Christian. Je vais te laisser bien sûr continuer. Mais si l'hydrogène ou voilà, c'est surtout l'hydrogène qui arrive à 2h45, admettons, on est plus sur un SIBO, hein, c'est ça, Christian. Donc c'est complexe quand même à interpréter ces tests respiratoires. Alors effectivement, ce test respiratoire, c'est complexe à interpréter parce qu'il y a de nombreux critères. Il y a des critères voilà, qui viennent de consensus nord-américain, des critères plutôt de consensus européen. Donc il faut connaître un petit peu comment ça fonctionne. Et en fait, dans l'analyse, déjà, ça dépend du substrat. Donc, je vais essayer de simplifier. C'est pas pareil avec le glucose, avec le lactulose, mais le lactulose, qui est un sucre qui n'est pas absorbé, va passer dans le côlon. Donc, effectivement, il faut savoir que ce sucre, à un moment donné, passera dans le côlon. On aura des gaz qui seront émis. Donc, c'est bien important de regarder ce qu'on appelle la cinétique et de regarder à quel moment on a la montée d'hydrogène. Si cette montée d'hydrogène se fait, par exemple, à 60, 80 minutes, là, on peut se dire, OK, le substrat est sûrement dans le côlon. Donc, ça veut dire que là, il y a des bactéries. Pardon, le substrat est dans l'intestin grêle. À 60-80 minutes, on est quasiment sûr que c'est un intestin grêle. C'est quand on atteint 120 minutes et au-delà où on peut se dire, là, on est plus sur des fermentations du côlon. Donc, c'est très important de regarder le temps parce qu'à un moment donné, ça peut être des fermentations du côlon plutôt, et alors qu'à un autre moment, ça peut être plutôt des fermentations de l'intestin grêle. Donc, c'est super important de bien savoir analyser le test au temps qu'il faut et d'être formé sur l'interprétation. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être formé. D'accord. C'est ce que tu proposes justement aux praticiens, c'est de monter en compétence là-dessus. Et alors, du coup, quelles sont les erreurs qui peuvent être commises dans le traitement? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est proposé habituellement pour gérer un SIBO et qu'est-ce que toi, tu proposes de faire? C'est dans les grandes lignes, hein, bien sûr. Ouais. Alors, on va dire la problématique du traitement du SIBO qui est faite habituellement, hein, particulièrement dans le domaine médical, c'est que on ne s'intéresse entre guillemets qu'au fait qu'il y a trop de bactéries. Donc, on cherche déjà juste à les éradiquer. Donc, on a effectivement, on distribue souvent aux gens un régime sans FODMAP, entre guillemets, voilà, une liste en disant, ben, puisque vous avez des bactéries en excès, il faut que vous enleviez ce qui peut les faire fermenter pour agir sur les symptômes, hein, c'est uniquement ça. Et donc, du coup, on dit aux gens, ben, arrêtez de manger des FODMAP. OK. Euh, Normalement, pas Attends, sur le long terme. excuse-moi, Christian, je sais qu'il y a des personnes qui vont nous demander qu'est-ce que c'est les FODMAP. Juste une petite explication rapide parce que tout le monde ne Oui. connaît pas. Alors, les FODMAP sont des sucres fermentés cibles qu'on retrouve dans les aliments, particulièrement dans les fruits et les légumes, hein. Ça peut être voilà, dans les lentilles, par exemple, on trouve des GOS, des galacto-oligosaccharides. Le lactose est aussi un FODMAP. Et donc, du coup, tous ces sucres fermentés cibles qu'on retrouve dans l'alimentation, particulièrement dans les fruits et les légumes, hein, c'est particulièrement là où il y en a pas dans la viande, par exemple, hein, ni dans l'huile, dans les lipides. Dans En les tout cas, céréales et les légumineuses, oui. lentilles, pois chiches, céréales, ouais. Également, ouais, céréales, légumineuses. Dans le blé, par exemple, il y a des fructanes. Donc, des fois, des gens ne tolèrent pas le blé, c'est pas à cause du gluten, c'est à cause des fructanes du blé qui sont des FODMAP. Et donc, du coup, ben, de manière assez logique, on va dire aux gens de diminuer ce qui pourrait augmenter les fermentations bactériennes. Donc, dans le cadre du SIBO, non seulement on a des problèmes avec les FODMAP, les sucres fermentescibles, mais souvent aussi, des fois, on a des problèmes avec les amidons. Donc, même des fois, il y a des gens qui, avec tout ce qui est même sucre, tout ce qui est amidon, pommes de terre, des fois, même riz, il y a des gens qui ballonnent avec les amidons. Donc c'est bien au-delà de juste les FODMAP, en fait, aussi. Il y a des gens qui vraiment réagissent à peu près tout et ils sont bien que s'ils mangent de la viande et du poisson, quoi. Donc la première problématique, c'est de distribuer ça aux gens. On avait parlé sur notre vidéo de faire attention voilà, sur ces régimes sans FODMAP qui sont faits à long terme, à très très long terme. On dit aux gens, bah, arrêtez de manger les FODMAP, ça ira mieux. Non, c'est symptomatique uniquement. Non, parce Voilà. qu'en plus, une fois souvent, ce qui est proposé par les gastroentérologues, hein, on peut le dire, parce que le SIBO étant en train d'arriver en France dans la connaissance, c'est encore très très mal connu. Il y a quand même pas mal maintenant de gastroentérologues qui connaissent. Donc, ils vont Oui. dire aux gens, arrêtez les FODMAP. Donc, ils leur donnent la liste, hein, lentilles, pois chiches, tel fruit, tel légume, l'ail, l'oignon, etc. Le blé. Mais souvent, alors,
j'ai vu beaucoup passer ça. Il y en a plein qui ne donnent même pas d'antibiotiques. Alors, il y en a qui donnent des antibiotiques, je parle des médecins, hein, mais il y en a qui donnent même pas d'antibiotiques. Ils leur disent juste d'arrêter les FODMAP. Donc, la personne se sent mieux. Mais comme on a fait, on vous renvoie à la vidéo qu'on avait fait ensemble. Je mettrai le lien en description. Parce que les FODMAP, ce sont des aliments qui sont extrêmement bons pour le microbiote. Donc, Christian nous expliquait la dernière fois dans notre vidéo que ben, c'était vraiment dommage d'enlever ces aliments-là sur du long terme. Et surtout, le problème, c'est que les gens, quand ils les réintroduisent après, bah, les problèmes sont toujours là. C'est pas parti parce qu'on n'a pas réglé le problème. Je te laisse la parole, Christian. C'est ça. Et puis, comme tu disais, souvent, ben, il y a enfin, le traitement du SIBO reste très archaïque, on va dire, et basique. C'est-à-dire, on va dire aux gens, réduisez les FODMAP, OK. Et en plus, ben, on rajoute des fois, effectivement, une antibiothérapie. Alors, sur le principe, on peut se dire, c'est logique, il y a trop de bactéries, il faut les réduire. Donc, ben, l'antibiotique, ça peut être une alternative ou une solution. On pourrait se dire ça sur le principe. Alors, qu'on soit pour ou contre les antibiotiques, ils peuvent fonctionner effectivement, puisqu'il y a des études qui montrent hein, qu'il y a certains antibiotiques qui sont certains plus recommandés que d'autres d'ailleurs, mais que certains antibiotiques sont efficaces pour réduire cette pullulation bactérienne. Mais le problème, et je reviens toujours, j'essaie d'expliquer aux gens, et j'aime beaucoup cette image, tu sais, c'est l'image de, il y a une flaque d'eau dans notre salon, donc voilà, et il y a un trou dans le toit. Et donc du coup, les antibiotiques, c'est la serpillière, donc on va on va essuyer la flaque d'eau, sauf que si on ne s'occupe pas de réparer la toiture et le trou dans le toit, la prochaine pluie, il y a de nouveau la flaque d'eau. Et on ne peut pas passer la serpillière tous les 4 matins et on ne peut pas être sous antibio constamment. Et donc, c'est là où est le problème, c'est que si derrière, en plus de l'antibiothérapie, éventuellement, on ne s'attache pas à comprendre d'où vient le problème, des rechutes, il va en avoir quasiment systématiquement. Et souvent, c'est ça le plus gros problème dans le SIBO. C'est des fois même pas des gens qui ne trouvent pas quelque chose d'efficace, que ce soit en naturel ou en allopathie, avec des antibiotiques, c'est qu'en fait, ils prennent un traitement ou un protocole et ils vont mieux, mais tout de suite après, des fois quelques semaines ou quelques mois après, c'est revenu et ils sont désespérés parce qu'ils disent comment ça se fait, ça allait mieux, maintenant ça revient. Ben, ça revient parce que les causes du problème, les dysfonctionnements, n'ont pas été résolus. Alors, du coup, ces causes, de quoi il s'agit? Alors, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup, beaucoup identifiés dans les causes du SIBO. Alors, il y en a une qu'il faut vraiment retenir, et c'est quand même une des causes principales des SIBO, c'est toute, on va dire, toute problématique qui est liée au fameux complexe moteur migrant, cette chasse d'eau. C'est comme nos toilettes, si la chasse d'eau ne fonctionne plus, ben, c'est l'engorgement. Là, c'est pareil à notre intestin grêle. Si le complexe moteur migrant est altéré pour une raison ou une autre, eh bien, non seulement ça va être la cause du SIBO, mais très difficile à s'en défaire. Alors, une petite explication rapide sur le complexe moteur migrant, CMM. Qu'est-ce que c'est? Leur chasse d'eau, mais c'est un truc qui fait avancer, je crois, qui fait transiter. Hein? C'est quoi? Alors, ce sont en fait, quand on parle de complexe moteur migrant, c'est des ondes de contraction, en fait, qui sont envoyées de manière rythmique entre les repas. Donc, entre les repas, ben, alors c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas grignoter, parce que si quelqu'un mange toutes les 2 heures, il mange, voilà, et normalement, il faudrait laisser 4 heures entre chaque repas au minimum pour que ce CMM puisse bien s'activer. Parce qu'on a toujours des aliments dans la bouche et dans l'estomac et dans le tube digestif, ça ne va pas bien s'activer. Donc ça, c'est la première des choses. Si vous voulez prendre soin de votre complexe moteur migrant, arrêtez de grignoter, faites vos 3 repas par jour et c'est tout. Le jeûne intermittent peut être intéressant, c'est-à-dire prolonger la phase de jeûne pour mieux activer ce CMM. Dans les cas des troubles digestifs, il y a des gens qui sentent beaucoup mieux en sautant par exemple le repas du soir, ils se lèvent mieux le matin, ils sont moins gonflés du ventre, voilà, ils se sentent mieux. Et en tout cas, voilà, ce CMM, c'est vraiment des ondes qui interviennent entre les repas pour vidanger cet intestin grêle. Ça va pousser tous les résidus alimentaires et les bactéries dans le côlon, là où on veut qu'elles soient. Et donc, toute altération de son fonctionnement peut être, comme j'ai dit, une cause de SIBO. Et on sait que une des premières causes de SIBO, c'est l'intoxication alimentaire. D'accord? La fameuse tourista, mais on peut avoir une intoxication alimentaire, voilà, on a mangé quelque chose de pas frais dans un restaurant, dans un fast-food en France, pas besoin de partir à l'étranger, mais en tout cas, on sait qu'il y a une cause infectieuse à certains SIBO. Donc des personnes vont avoir une intoxication alimentaire. Certaines bactéries produisent une toxine qu'on appelle CDTB, d'accord? C'est une toxine. Le corps essaie de le neutraliser avec des anticorps, sauf que des fois, ben, il y a une petite erreur et ben,
c'est comme, alors c'est pas une maladie auto-immune, mais c'est comme une réaction auto-immune, et le corps va produire un autre type d'anticorps qui ne va plus s'attaquer à la toxine bactérienne, à l'ennemi, et qui va s'attaquer au soi, et va s'attaquer à une protéine qu'on appelle la vinculine, qu'on retrouve au niveau du système euh, nerveux de l'intestin, et notamment ce CMM-là va être perturbé. S'il y a des anticorps antivinculines qui viennent altérer cette protéine-là, on a derrière un CMM qui fonctionne moins bien. Donc il y a un lien entre intoxication alimentaire, anticorps antivinculines, dysfonctionnement du CMM et SIBO, par exemple. Ah ouais, c'est super intéressant. Ça, c'est vraiment quelque chose de novateur, parce que j'en avais pas entendu parler jusqu'à présent hein, de cette histoire d'anticorps suite à une tourista. C'est vraiment à la pointe de ce qu'on peut comprendre. Et donc, c'est la tourista, voilà, on a eu une intoxication alimentaire et dans les quelques jours, voire les quelques semaines qui suivent, on peut avoir des signes du genre, voilà, ballonnement, on tolère plus rien, diarrhée, gaz. Ça, tu l'as vu hein, dans tes consultations, des gens Oui. qui ont fait Ah, ça. ça arrive plus ou moins rapidement. Il y a des gens, ils ont eu leur intoxication alimentaire, ils n'ont pas été bien pendant quelques jours. Et puis, voilà, ils se remettent, hein, il n'y a plus de soucis. Et des fois, 3, 4 semaines après, ils sentent qu'il y a un truc qui revient. Alors, ils se disent, j'ai rechopé une infection alimentaire, pas nécessairement. Mais il y a des gens, c'est quelques mois après, en fait. C'est que bah, leur CMM commence à moins bien fonctionner. Et puis, on va dire qu'il y a d'autres choses qui se rajoutent. Ils ont du stress, beaucoup de stress au travail, un événement un peu particulier, ils commencent à moins bien manger. Enfin voilà, il y a d'autres petits facteurs qui se rajoutent. Et le fait déjà que le CMM ne fonctionnait pas bien et qu'il y a d'autres choses qui se rajoutent, ben, ça fait que la personne développe un SIBO. Oui. Ok, dans les causes aussi, enfin moi j'axe beaucoup dans mes accompagnements sur la capacité digestive. Donc alors déjà, Bien sûr. celle qui est souvent oubliée, c'est là, hein, dans la bouche. Mastication. La mastication avec les enzymes de la salive, action mécanique et chimique. Donc ça, c'est quasiment tout le temps oublié. J'en parle souvent dans mes vidéos, de réapprendre à manger lentement. Et après, dans l'estomac, tu le mentionnais tout à l'heure, avec cette production d'acide gastrique, j'en ai aussi parlé pas mal souvent dans d'autres vidéos, l'expression biliaire, les enzymes pancréatiques, tout ça, ça va faire un cocktail de digestion et si c'est pas bien là, c'est pas performant et du coup, bah, on a un bol alimentaire qui stagne et qui va fermenter un petit peu, grosso modo. C'est ça, parce que ben, pour prendre l'exemple de l'acidité, quelqu'un qui manque d'acidité, il n'a plus une bonne stérilisation du bol alimentaire, il a une maldigestion également, et ça derrière, ça peut augmenter les risques de développer un SIBO. On a un lien, par exemple, avec la prise des IPP, inhibiteurs des pompes aux protons, qui sont des antiacides, on coupe complètement l'acidité. Et il y a un lien, il y a des publications qui ont montré un lien entre prise d'IPP à moyen long terme, hein, des fois même au bout de quelques mois, on a déjà une augmentation des risques d'avoir un SIBO en fait. Donc couper l'acidité, ça peut être problématique. Donc il y a même, voilà, du coup, il y a même des médicaments qui peuvent provoquer le SIBO. Et les IPP, c'est un exemple. Après, effectivement, si on a des problèmes biliaires, on a voilà, une bile qui est de mauvaise qualité, qui s'évacue mal, on a un manque de bile, ça, plus d'autres facteurs, ça peut aussi participer en fait au développement d'un SIBO parce que toutes ces sécrétions digestives, non seulement elles aident à la digestion, mais en plus, elles ont un effet, on dit ça bactériostatique, c'est-à-dire que elles vont aussi avoir un effet sur les bactéries. Elles vont digérer les bactéries en quelque sorte. Parce que si ça digère nos aliments, ça digère aussi les membranes des bactéries, etc. Donc il y a vraiment un effet assainissant de ces sécrétions digestives. Elles sont très importantes non seulement pour la digestion, mais aussi pour assainir le tube digestif. Oui, d'accord. Tu parlais aussi donc dans les causes. Alors, on peut mentionner rapidement alors l'hypothyroïdie. Oui. Mais alors, il y a l'hypothyroïdie médicale diagnostiquée, mais il y a aussi la faiblesse thyroïdienne. Oui, bien évidemment, il y a une publication italienne là, qui est très intéressante qui était sortie et qui avait montré que ben, ils avaient sélectionné des hypothyroïdiens qui avaient des troubles digestifs et la moitié avait en fait un SIBO, ce qu'avait conclu l'étude. Alors effectivement, on a un lien entre l'hypothyroïdie et le SIBO, que ce soit une hypothyroïdie franche diagnostiquée par un problème au niveau de la TSH ou des gens qui ont des faiblesses thyroïdiennes et qui ont quand même des symptômes en fait. Et donc le lien, il est assez simple à comprendre. C'est parce que quand on est en hypothyroïdie, ça va impacter nos sécrétions digestives, l'acidité, la bile, même les enzymes pancréatiques. Donc on affecte tout ça. Et en plus, le fait d'être en hypothyroïdie va affecter le complexe moteur migrant. Donc Ouais. on comprend bien le lien entre cette hypothyroïdie ou ralentissement de la fonction thyroïdienne et le SIBO.
Et en plus, parce que juste, je voulais pas tout à l'heure t'interrompre, le CMM versus le péristaltisme, c'est souvent confondu, mais tu m'avais dit que ce n'est pas la même chose. Et quand on est constipé, pardon, quand on est hypothyroïdien, on est aussi constipé par rapport au péristaltisme. Donc le méthane aussi, bah, je te laisse voir. Ouais. Qu'est-ce que c'est la différence entre le CMM et le péristaltisme? Alors, c'est très intéressant et important aussi de comprendre la différence entre les deux, parce que, il y a des gens qui, euh, en fait, pensent que bah, s'ils sont constipés, c'est que leur CMM ne fonctionne pas bien. Alors, le CMM n'a rien à voir avec le fait d'être en diarrhée ou être constipé. On peut avoir un CMM qui ne fonctionne pas et être en diarrhée ou être constipé. En fait, le CMM, c'est vraiment les ondes de nettoyage qui interviennent entre les repas, alors que le péristaltisme, ce sont là des ondes de contraction qui font avancer les aliments, le bol alimentaire, on appelle ça. Donc, l'hypothyroïdie, c'est double peine. Ça ralentit le péristaltisme. Donc, on est constipé, tout est au ralenti. Et en plus, ça affecte le CMM. Ça affecte les deux, en fait. On le sait. De la même façon que ben, le stress ou un cortisol trop haut, par exemple, peut aussi affecter le CMM. Donc, le stress chronique coupe le fonctionnement du CMM. Donc, voilà pourquoi aussi le lien sur le long terme, c'est mauvais. Stress chronique perturbe le microbiote, perturbe aussi les sécrétions, l'acide, les enzymes, etc. Et en plus, ça perturbe le CMM. Oui, voilà, c'est ça aussi. Et puis, via aussi le système nerveux, le nerf vague, etc. Il y a plein de Oui. toutes ces causes, en fait, qu'il peut y avoir là. Et donc, du coup, alors, est-ce que tu voudrais nous faire un peu une synthèse de toi, par exemple, si tu as un patient qui vient te voir avec tous ces troubles-là, qu'est-ce que tu lui proposes? Qu'est-ce que c'est, en gros, la méthode que tu apprends aux praticiens? Dans les lignes, hein, pas évidemment, pas tous les, parce que ça va être trop compliqué, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, chacun a son SIBO et chacun a ses causes de SIBO. Donc, c'est toujours une approche qui est personnalisée et globale, c'est-à-dire on va apprendre vraiment tout, le stress, la fonction thyroïdienne, l'alimentation, tout ce qui C'est peut ça. être perturbant. Mais est-ce que tu veux bien nous partager, toi, tes grandes lignes dans la prise en charge de ce SIBO? Alors, je pense qu'il faut commencer par ça. C'est quelque chose qui est complexe, qui demande vraiment une prise en charge et d'être suivi parce que on ne fait pas les mêmes choses quand il s'agit d'un cibohydrogène, d'un cibohydrogène sulfureux, voire même les façons de faire peuvent être complètement à l'opposé hein, en fonction de la problématique. Et pareil, si c'est un IMO, c'est encore différent. Donc c'est important, je pense que la première chose aussi quand on a un patient, et c'est ce que j'explique aussi dans mes formations, c'est d'essayer d'identifier ben, le problème avec l'historique en fait, comment se sont développés les problèmes du patient, est-ce qu'ils se sont développés par exemple suite à une intoxication alimentaire? Alors déjà, ben, si votre patient vous dit oui, ben, je suis allé à l'étranger, j'ai eu la tourista, et quand je suis rentré, ben, j'ai commencé à gonfler du ventre, avoir des ballonnements, c'est plus jamais parti. Là déjà, vous avez des arguments pour vous dire tiens, ça serait peut-être un SIBO. En tout cas, il y a quelque chose qui peut nous faire penser à ça. Donc, c'est important déjà de se renseigner vraiment sur l'historique du patient, etc. Est-ce qu'il a eu des chirurgies digestives, par exemple? Parce que ça aussi, on n'en a pas forcément parlé, mais des chirurgies digestives peuvent être une cause de SIBO. Donc, il faut essayer de comprendre, en fait, de bien connaître la vie du patient, avoir son anamnèse, savoir qu'est-ce qui l'a amené à avoir ces problèmes, bien aussi écouter les symptômes, parce que les symptômes peuvent aussi nous indiquer, ah ben tiens, il a des gaz qui sentent l'œuf pourri, il a énormément de douleur intestinale, il a beaucoup d'inflammation intestinale, il est très fatigué, il a des sensations de décharge électrique. Tiens, ça peut faire penser, est-ce qu'il n'aurait pas une configuration H2S? Donc déjà, les symptômes, c'est important. Ensuite, comme bien évidemment, on peut cumuler plusieurs symptômes et des fois, c'est compliqué de deviner uniquement. J'insiste bien à ce que les gens essaient de faire des tests, vraiment, les tests respiratoires. Si on veut vraiment s'assurer de ce qu'a le patient, entre guillemets, de la gravité aussi, parce qu'on c'est pas pareil si quelqu'un a 20 ppm d'hydrogène ou 150 ppm, donc ça c'est les mesures qui correspondent au gaz, on appelle ça partie par million. Donc c'est important de savoir la gravité du problème. Et ensuite, quand on sait ce que c'est, le protocole, non seulement il comprend une diète adaptée. Pour le l'H2S, c'est une diète qui est faible en soufre, par exemple. Donc, ça demande un accompagnement particulier. On évite le soufre, mais sur une période courte, hein, 3 semaines, un mois. Ensuite, on réintroduit les choses. En cas de cibohydrogène ou d'IMO, on va peut-être limiter les FODMAP, soit et les aliments fermentés cibles, les amidons, etc. Mais en même temps, il y a des petites différences. En cas d'IMO, on fait attention de ne pas trop retirer les fibres non plus, parce que sinon, on va encore plus constiper la personne. Et du coup, elle émettra encore plus de méthane. Donc déjà, au niveau de l'alimentation, c'est très différent. Et après, bien évidemment, qu'il y a, par exemple, si on souhaite accompagner les patients en naturel, il y a des antimicrobiens
qui sont adaptés en fonction des gaz. On ne fait pas pareil si c'est de l'hydrogène ou du méthane ou encore de l'hydrogène sulfureux. Il y a des choses qui ne sont pas recommandées. Typiquement, l'allicine, qui est un composé de l'ail qui est extrêmement efficace sur les méthanogènes. Je parle bien d'un extrait d'ail et pas d'ail entier, un FODMAP, hein. C'est vraiment cette molécule-là, elle est extrêmement efficace sur les méthanogènes. Par contre, si vous donnez ça en cas d'hydrogène sulfureux, c'est un soufré, ça va aggraver la personne. Donc ça, c'est un exemple. On ne peut pas faire pareil en fonction des configurations. Et quand vous avez le protocole, vous devez, et ça c'est la chose la plus importante, comprendre les causes, essayer de les identifier. Donc, il faut arriver à rechercher les problématiques. Certaines analyses dites fonctionnelles peuvent aider à identifier certaines problématiques chez le patient. Donc, c'est important vraiment pour pouvoir s'en sortir du SIBO, d'essayer de comprendre les causes, de soutenir aussi la motilité intestinale. Ça aussi, c'est une chose importante. Il faut, en cas de SIBO, soutenir le bon fonctionnement du CMM et ça passe par une bonne hygiène de vie, espacer les repas, d'accord? Augmenter le temps de jeûne si possible, jeûne intermittent de temps en temps, ça peut être intéressant, au moins la semaine. Utiliser des molécules qu'on appelle des prokinétiques. Donc, il y en a des molécules naturelles comme le gingembre, le 5-HTP, des teintures, hein, toutes les plantes amères ont souvent des effets prokinétiques comme l'artichaut, etc. Donc c'est important d'utiliser des choses pour vraiment favoriser le nettoyage de l'intestin grêle. Ça, on le fera de manière systématique en cas de SIBO, parce que ça peut être une cause de rechute que de ne pas se stimuler ce CMM. Voilà. Juste, Christian, l'artichaut est un FODMAP. Alors des teintures, des Voilà. teintures. On prendra des teintures et pas l'artichaut en lui-même. Donc la teinture, même si elle est d'artichaut, ne contient pas les fibres. Non, parce que je connais les questions qui sont posées, j'anticipe. C'est pareil pour la lysine, hein, c'est un FODMAP Lyme, mais la lysine, c'est le principe actif, donc il ne fait pas ballonner, il ne contient Voilà. pas de fibres fermentescibles. Et alors, sur tout ce que tu proposes, est-ce que c'est censé durer 6 mois? Comment ça se passe? Normalement, ça dure pas longtemps, mais il faut le refaire plusieurs fois, c'est pas ça? Alors, déjà, enfin là, parce que beaucoup de gens se posent des questions, ils disent, bah, avec mon problème, combien de temps ça va prendre? Alors ça, c'est toujours la grande question. Des fois, ça va plus rapidement qu'on peut le penser, parce que, on a bien identifié les causes, on n'ignore pas quelque chose. Et puis des fois, ça prend plus de temps, parce que même si on a identifié des problématiques, il se peut qu'on en ignore d'autres. En plus, souvent, les gens qui ont du SIBO ont des fois des problématiques annexes. Ils peuvent avoir en plus une candidose, ils peuvent avoir aussi ce qu'on appelle de l'intolérance à l'histamine. Je pense que tu en as parlé dans des vidéos. Voilà, donc on peut cumuler plusieurs problèmes, ce qui veut dire que quand on a beaucoup de choses ensemble, il va falloir faire une sorte de priorité, dire bon, je vais commencer par ça, puis ensuite par ça. Je vais d'abord m'occuper de l'intolérance à l'histamine, essayer de baisser un petit peu cette problématique-là pour que le patient tolère ensuite le protocole. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps en fait en fonction des problèmes du patient et surtout en fonction de ses gaz expirés. Comme j'ai dit, si quelqu'un est positif à 20 ppm d'hydrogène, c'est pas pareil que si quelqu'un a une augmentation de 150. Et là, on sait qu'il faudra potentiellement plusieurs rounds d'antimicrobiens naturels, par exemple. Donc, effectivement, la durée du protocole dépend bien des gaz expirés, de la configuration du patient, des difficultés qu'on peut rencontrer aussi durant le protocole. De son âge? Je dirais que l'âge joue pas forcément Pour l'acide, énormément. pour l'acide gastrique? Oui, oui, oui. Alors effectivement, je veux dire, après, au-delà de l'âge, c'est surtout depuis combien de temps la personne a des soucis. Parce que Ouais. des fois, une personne qui a 70 ans, en fait, elle traîne. Ça m'est déjà arrivé. Mon plus vieux patient que j'ai eu, il avait 78 ans et il avait un syndrome d'intestin irritable depuis l'âge de 20 ans. Voilà, j'avais jamais eu ça. Il s'avérait qu'il avait un SIBO. On avait fait un test respiratoire. Il avait bien un SIBO, ce patient-là. Et donc, du coup, bah, bien évidemment que c'est une personne qui a traîné des problèmes depuis, dans son cas, 50 ans, ça sera d'autant plus difficile de s'en débarrasser. Alors moi, j'étais battue sur l'âge parce que j'ai une dame de 83 ans elle m'avait dit que toute sa vie, elle avait eu des problèmes digestifs. On lui avait dit que c'était le syndrome de l'intestin irritable, donc il n'y avait pas grand-chose à faire. Et en étant comme ça méthodique, en allant voir vraiment de quoi il s'agit dans son intestin, bah, elle a solutionné. Elle a dit, j'ai attendu mes 83 ans pour avoir enfin un fonctionnement normal. En fait, c'est incroyable. Mais juste, je voulais partager ma vision. Je suis moins experte que toi vraiment sur le SIBO, mais ce que j'ai pu voir quand même, c'est que c'est rare quand tu appelles ça des rounds, c'est-à-dire
des, comment on peut dire en français, des, Des cures, en fait, c'est des cures qu'on va répéter. On va faire une pause parce que il y a des choses qu'on peut pas donner non plus sur du long terme, hein. Je prends l'exemple, si on utilise des huiles essentielles, par exemple de l'origan, à exact, petite dose, bien sûr, on peut pas faire ça en continu. Il faut faire des temps de pause. Il faut des fois faire des rotations. On change aussi voilà. les herbes qu'on utilise ou les produits qu'on utilise. Des fois, on a une meilleure efficacité en faisant des changements également, La berbérine, la hyacine, l'origan, la hein. chlorophylle, Le j'en sais Nîmes, quelques-uns, le nîmes, l'acide caprylique, c'est plus la candidose, je me trompe. c'est ça. En tout cas, de mon expérience, quelqu'un qui a vraiment des problèmes comme ça, c'est en une cure de 3 semaines, c'est rare que Ouais. ça s'en aille complètement. En général, on fait déjà une première cure, ce qui déjà déblaye un peu, et on fait une pause. Pendant ce temps, on peut continuer à soutenir la digestion et on recommence, hein. Tu es d'accord avec ça, Christian? C'est ça, c'est à peu près comme ça qu'on fonctionne c'est-à-dire aussi qu'en fonction des cures, on voit comment la personne répond. Parce que des fois, la première cure, elle n'a pas été efficace et la seconde est plus efficace parce qu'on a changé aussi les herbes. Des fois, par exemple, pour quelqu'un qui a du cibohydrogène, euh, la berbérine ne marche pas très bien et c'est plus l'origan. Donc, c'est aussi des fois intéressant. Le fait qu'il y ait plusieurs rounds, ça permet aussi de faire un point entre les rounds et de savoir est-ce que ça a évolué, est-ce qu'il y a moins de symptômes, est-ce que la personne a eu un effet positif. Et sinon, ben, sur la prochaine, essayer de changer les combinaisons pour trouver celle qui fonctionnerait mieux. Parce que des fois, on ne sait pas nécessairement pourquoi. Chez certains, la berbérine fonctionne extrêmement bien. On en parle beaucoup dans le cadre du SIBO. Et chez d'autres, ça ne fonctionne absolument pas. Pourtant, les deux ont le même SIBO, les mêmes causes, etc. Ah oui, ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable et c'est bien d'en parler parce que beaucoup de gens sont un peu désespérés que une molécule ait marché chez sa collègue ou sa cousine et puis ça marche pas pour elle. Bah, on C'est est tous ça. différents et il faut être patient. Donc en fait l'idée quand même c'est que c'est complexe. Donc l'idée de cette vidéo c'était vraiment vous expliquer tout ce qui pouvait se passer, qu'est-ce que ça peut être, comment, pourquoi et on peut s'en sortir. C'est un message d'espoir. En revanche, vouloir s'en sortir seul, je pense que c'est pas possible. Qu'est-ce que t'en penses, Christian? Bah, c'est très compliqué puisque ben, voilà, ça demande du coup, ça voudrait dire que le patient il est capable d'analyser ses tests lui-même, qui sait derrière exactement quel régime il faut suivre, quelle plante utiliser. Donc à moins que le patient Oh, soit lui-même oui, professionnel dans le domaine, c'est vrai que c'est très compliqué de s'en sortir tout seul, hein. On voit des patients qui ont essayé plein de choses, ils disent bon ben maintenant faut que je voie quelqu'un parce que ça fait 3 ans que j'essaie des trucs de mon côté, ça marche pas, ou je rechute parce que le oui, patient n'a pas forcément la connaissance ou la capacité de chercher les causes de son problème, bien qu'il y mm, en a qui soient très très bien renseignés et qui, à force d'avoir des problèmes, sont plus renseignés que leur gastro-entérologue ou ont entendu oui, parler du SIBO, savent qu'il faut faire le test respiratoire, hein. Il y a mm. beaucoup de patients très renseignés, hein. Ils essayent de s'en sortir. Ouais, oui, on voit beaucoup. Et comme ils ont des problèmes et qu'ils en ont marre, ils cherchent Mm. énormément et ils cherchent parfois plus que les professionnels. On en voit ça, c'est vrai. Donc tu formes. Je vais mettre dans les liens vers ta formation, vers ton site également. Est-ce que tu prends encore des consultations un petit peu, je crois, pas beaucoup. Oui, j'en ai encore un petit peu, mais bon, c'est maintenant mon activité, elle est grandement dirigée vers voilà justement la formation, avec la formation que je donne chez DFM Formation, qui s'appelle Cibopratique, hein, qui est à destination aussi bien des médecins que des non-médecins, puisqu'on parle de tout, hein, des approches médicales, allopathiques comme naturelles. Donc c'est vraiment à destination de tout le monde. Et puis voilà, donc c'est vrai que je suis assez pris par la formation, les conférences, je travaille aussi en recherche et développement. Voilà, mais j'ai encore une petite partie de consultation qui me tient à cœur. Je trouve que c'est important de garder ça pour aussi voilà, de pouvoir regarder ce qui se passe en vrai et en pratique. C'est important quand on forme les gens, de leur dire voilà, quelle est la réalité aussi. Oui, oui, ne pas se couper du terrain. Ok, bah merci beaucoup. Juste pour les personnes qui voudraient voir aussi la vidéo qu'on avait faite sur les FODMAP, ça sera complémentaire. Je vous mets aussi le lien sous la vidéo. Donc un grand merci Christian. Et puis bah merci à vous pour votre écoute jusque-là. Et puis bonne journée à tous. Merci Florence, à bientôt. À bientôt.